Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'attends que les derniers participants se connectent. Bienvenue à tous. Je suis Sylvie Lebeau de MD101. Je tiens tout d'abord à remercier les participants d'être présents à notre webinaire portant aujourd'hui sur un thème orienté sur les ressources humaines, manager l'inconnu. Et je remercie également nos conférencières, à savoir Christine Orvet, fondatrice de la société Axem, cabinet de recrutement spécialisé auprès des industries de santé, et plus globalement, en ressources humaines. Et sa collaboratrice, Laura Charbonnel, consultante en recrutement. Donc aujourd'hui, ce webinaire porte sur manager l'imprévu et concernant son organisation, nous aurons 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions. Pour cela, vous disposez d'un chat questions et réponses en bas de la page de votre Zoom, sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions et je les reporterai à la fin du webinaire, à la fin de la présentation. Ce webinaire est enregistré et vous disposerez du lien et des diapositives a posteriori de notre présentation. Donc, je laisse la parole à Christine. Bonjour à tous. Donc, on est très heureux de démarrer ce troisième webinaire dans le cadre des ENT en collaboration avec MD101. Le but aujourd'hui, en fait, est de vous donner quelques pistes, quelques clés et des outils dans le cadre de formations qu'on a mis en place récemment pour vous accompagner dans ce changement. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir, en fait, aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, le contexte oblige en fait à redonner de la confiance aux patients pour qu'ils reviennent à l'hôpital sans crainte, redonner de la confiance aux clients, aux médecins, aux chirurgiens pour qu'ils reprennent une activité quasi normale et surtout redonner la confiance aux collaborateurs et à vos futurs collaborateurs dans le cadre de l'entreprise. Et donc, dans ce contexte, on va tenter d'apporter quelques éléments et je donne la parole à Laura qui, donc au niveau d'Axem, travaille en tant que consultante et coach au niveau d'Axem. Bonjour à tous, merci Christine. Donc nous, on va commencer, en tout cas pour ma partie, sur les constats. Donc on peut passer à la slide suivante. Et encore, voilà, super, merci. Donc le premier constat, c'est un constat assez général sur l'évolution du mode de travail. Donc on a constaté ces derniers mois que le télétravail est passé d'un statut optionnel à un statut obligatoire pour une grande majorité de l'actifs en l'espace de quelques jours à peine. Il y a une étude de 2019 réalisée par Malakoff Humanis qui révélait que 30% environ de la population active bénéficiait du télétravail. Les grèves de fin d'année, de l'année 2019, avaient permis d'estimer ce nombre de télétravailleurs à plus de 36%. Et donc, avec cette période exceptionnelle de coronavirus, 67% des salariés ont revu leurs priorités, notamment la place du travail. 54% des salariés considèrent avoir manqué d'accompagnement, principalement de la part de leur manager. 73% des salariés veulent maintenir le télétravail en post-crise et 38% des salariés ont ressenti un impact positif sur leur activité professionnelle grâce au télétravail. On peut enchaîner, merci, sur l'impact psychologique. Le télétravail forcé s'est réalisé dans des conditions totalement imprévues, ne laissant pas le temps, donc d'une part, ni aux employeurs ni aux salariés de s'y préparer. Parallèlement à ce nouveau mode d'organisation, les écoles ont fermé. Donc, nombre de salariés ont donc dû non seulement faire face aux difficultés du télétravail avec une gestion du temps et des parasitages divers inhabituels, alliés à une gestion parfois complexe de la vie de famille. Et enfin, coincés entre les exigences stratégiques de l'entreprise et la réalité du travail tel qu'il est vécu dans leurs équipes, les managers ont occupé et occupent encore une position sensible en matière de charge mentale professionnelle. Donc, les chiffres qu'on voit, qui remontent, c'est que 30% des salariés ressentent un impact négatif sur leur motivation dû à ce télétravail forcé. 20% des managers vivent une détresse psychologique élevée.
et 44% des salariés sont en détresse psychologique suite au confinement. Par ailleurs, chez Excel, nous avons fait un constat également dû à une hausse assez importante des candidatures ciblées ou spontanées. Et au cours des entretiens que nous avons menés avec ces nouveaux candidats, nous avons constaté que pour la majorité, il y avait une fuite de leur entreprise dans laquelle ils ne se sentaient plus en sécurité. Le manque de communication ayant été le premier facteur cité. Donc on peut avancer. Merci. Donc voilà, c'est la hausse des candidatures. Donc parallèlement à cette hausse de candidatures, on a également constaté qu'il y a eu deux types d'entreprises qui ont émergé. Donc d'abord les activités stoppées par des entreprises et pour certaines qui n'ont pas communiqué l'interruption de leurs activités et à côté des activités maintenues avec des recrutements finalisés malgré le contexte. Alors souvent des recrutements même menés à terme, mais pourtant reportés à partir de septembre par exemple pour certaines entreprises. Voilà. Et donc c'est parce que ce ne sont pas les événements qui vous arrivent qui détermineront jusqu'où vous irez dans votre vie, mais plutôt votre manière de gérer ces événements que Christine va maintenant aborder de nouvelles compétences managériales. Voilà. Donc en effet, en fait, on a constaté qu'aujourd'hui, il était important de travailler sur 3 compétences essentielles. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé d'intelligence émotionnelle et aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intelligence situationnelle. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, le contexte les contextes changent très rapidement et donc il est très important de comprendre et de s'adapter aux situations très rapidement. Et donc, en adaptant son comportement. Et c'est ce qui va vous permettre d'être très proactif et agile dans le mode de fonctionnement et d'adapter à chaque fois sa situation et l'organisation et le contexte qui est nécessaire. Et d'ailleurs, en fait, tout simplement, c'est parce que tout ce qui était efficace hier ne l'est pas forcément demain. Et donc, pour cela, en passant à la deuxième slide, voilà, merci. Ce qui est important, c'est auprès des collaborateurs, c'est dans ce cas-là d'établir un état des lieux. Il ne faut pas hésiter à les solliciter pour comprendre dans quel contexte ils se trouvent, dans quel état d'esprit ils se trouvent. C'est ce qu'on peut voir dans la slide suivante. Donc, aller les interroger pour comprendre voilà, leur état d'esprit, comment eux, ils vivent la situation, d'autant plus que il y a des collaborateurs qui sont en présentiel, d'autres encore à distance en télétravail. Souvent, on a affaire donc à des équipes qui sont où certaines peuvent se déplacer, peut-être d'autres un petit peu moins, même si les choses sont en train de changer d'ailleurs en ce moment. C'est important quand même de faire cet état des lieux pour adapter justement son mode de fonctionnement et de bien prendre en compte chaque collaborateur. Les craintes aussi, parce que on a parlé de confiance au tout début de cette session. C'est vrai que ça fait partie, on a tous été dans ce contexte de peur, un petit peu, de peur justement de l'inconnu. Donc ça, c'est le premier point, l'intelligence situationnelle. On a mis en évidence aussi qu'aujourd'hui, il était important pour gérer une équipe de travailler vraiment en proximité avec ces équipes, d'individualiser la relation. Chacun réagit différemment, chacun est dans un contexte personnel et professionnel très spécifique. On l'a bien vu dans les webinaires auxquels on peut assister, où voilà, il n'est pas facile pour chacun d'entre nous de s'organiser. Et donc, en tant que manager, c'est important de prendre en considération la situation de chacun. Mais pour autant, de donner un cap, de donner des repères à l'ensemble de son équipe. Parce qu'on a toujours besoin de référentiels, on a besoin de donner des repères. Et on s'est aperçu que pendant cette situation de confinement, beaucoup d'entreprises avaient organisé des apéritifs WhatsApp, des références qui permettaient d'instaurer des habitudes de fonctionnement. Parce qu'en fait, en tant qu'humain, on a besoin d'avoir des référentiels
qui nous permettent d'avoir un rythme de fonctionnement. Et donc, même si effectivement on prend en compte chaque individu, il faut travailler dans la globalité au niveau des repères et de la gestion de son équipe. Troisième point très important aujourd'hui, c'est surtout de maintenir effectivement cette créativité. Pour s'adapter aux différentes situations, il faut être créatif, il faut être proactif. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à trouver de nouvelles solutions, à innover. Il faut justement s'adapter aux nouvelles réalités. Et cela en s'inspirant aussi des collaborateurs avec lesquels on travaille, des équipes avec lesquelles on travaille. Il ne faut pas hésiter de poser le sujet, j'allais dire, auprès des équipes, parce que souvent les idées viennent de ce qu'on appelle l'intelligence collective, en fait. Donc, c'est échanger des informations, des idées qui vont permettre de générer une idée géniale, en fait. Et on va vous donner quelques clés et outils par la suite qui permettent justement de faire émerger ce genre d'informations. Et cela peut être encore plus intéressant quand, au sein d'une équipe, on a une diversité au niveau des profils. Je veux dire, la plupart du temps, dans les entreprises, on aime les systèmes de clonage. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, où les choses vont très, très vite, il faut s'adapter très rapidement en étant réactif. La diversité des profils au sein d'une organisation permet justement de mutualiser des idées nouvelles, en fait. Donc ça, c'est les derniers constats, en fait, au niveau des compétences nécessaires aujourd'hui. Et donc, Laura va nous donner quelques clés qui vont permettre de travailler sur des supports qui existent aujourd'hui, qu'on a pu répertorier quelques-uns, pour donner des exemples. Laura, je te laisse, voilà. Donc, dans ces quelques clés, ce que je vous propose, c'est d'aborder différents points. Donc, d'abord, l'aspect de remotivation, qui va consister à coacher le collaborateur démotivé pour redonner du sens à sa fonction. Ensuite, d'aborder la communication avec l'assertivité, la transparence et bienveillance. Et enfin, des aspects un petit peu plus ludiques, ou en tout cas de cohésion d'équipe, de team building. Voilà. Donc, la remotivation. Alors là, je vous propose quelques questions clés que vous pouvez tout à fait utiliser en entretien individuel, donc des entretiens de remotivation. Voilà, on sait que l'homme agit pour satisfaire ses besoins et que pour les satisfaire, il faut encore qu'il y ait quelque chose qui lui pousse. Donc, il s'agit bien là de motivation. Après plus de 2 mois de confinement, les managers vont devoir user de subtilités pour remotiver leurs équipes. Pour information, un peu à part, en France, l'absentéisme des actifs coûte 108 milliards d'euros par an, selon l'Institut Sapiens, ce qui est l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Donc, on peut comprendre l'importance, en tout cas, de remotiver ces équipes, puisque l'absentéisme est quand même fortement présent dans les entreprises. Donc ensuite, sur la slide suivante, merci. Donc là, on va aborder donc, la communication avec l'empathie, la synchronisation, les questions, la reformulation et le silence. Donc ça, ce sont des axes de communication que vous pouvez utiliser facilement. Il s'agit de comprendre l'importance d'une bonne communication, en fait, donc une communication interne pour cultiver le sentiment d'appartenance et la capacité d'engagement des collaborateurs de façon plus générale. Donc, il y a une importance à partager les difficultés comme les pistes de sortie de crise. Une communication régulière permet d'éviter le sentiment d'abandon d'un collaborateur laissé de côté. Alors, je tiens quand même à préciser qu'il est important de communiquer utilement et pas juste de communiquer pour communiquer. Il est important de véhiculer un message par le biais de la communication. Voilà, donc le secret d'une bonne communication repose sur l'assertivité. Donc l'assertivité, c'est le fait d'assumer ce qu'on est, ce qu'on fait et ce qu'on dit, dans le respect aussi bien de sa propre personne que dans celui des autres, dans une relation de réciprocité et qui implique à la fois une bonne maîtrise de soi et une intention de s'inscrire dans une démarche positive. Donc l'idée, en tout cas, on peut l'imaginer comme ça, c'est d'être ni un paillasson ni un hérisson. Voilà, on se laisse pas faire, mais on n'est pas non plus dans une démarche agressive.
Et puis, il y a les notions de transparence et de bienveillance. Donc, la bienveillance, quelque part, amène la transparence, puisqu'il s'agit de savoir dire qu'on ne sait pas ou qu'on ne comprend pas, ou encore que l'on ne connaît pas tout. Et là, quelque part, ça rassure le collaborateur aussi, qui se sent moins seul à ne pas tout savoir. Voilà, sur donc la slide suivante, j'aborde là quelques notions de team building. Donc, le team building permet de fédérer une équipe et de créer une cohésion en faisant appel à l'esprit d'équipe. Donc, dans le team building, il existe différentes façons en fait, de travailler cette cohésion d'équipe. Moi, j'ai fait émerger là 3 exemples. Donc, d'abord, les ateliers de co-développement. C'est un échange de pratiques, d'entraide et d'intelligence collective. Il y a également des ateliers de design thinking qui permettent de stimuler la créativité d'une équipe pour trouver la solution à un problème. Et enfin, il y a ce qu'on appelle des icebreakers qui permettent de renforcer l'esprit d'équipe en insufflant de l'énergie et en instaurant un climat de confiance. Donc, je vais vous présenter des exemples de chacun de ces ateliers, donc en commençant par le co-développement. Donc là, j'ai pris la méthode de résolution TADEC qui permet à une équipe de co-construire des solutions à un problème commun. Donc, on a 5 items dans cette méthode. Le thème, donc là, j'ai pris l'exemple de comment reprendre la prospection. Les appuis, donc ce sont des propositions d'idées par les participants. Ce sont donc des ressources déjà existantes au sein de l'équipe et de l'entreprise, souvent. Ensuite, il y a le D de désir. Donc, le désir, c'est de prospecter efficacement avec de nouveaux contrats à la clé. Le E pour empêchement. Donc, les empêchements qui vont principalement être rencontrés sont essentiellement dus au contexte sanitaire. Et c'est challenger et conclure. Donc, prospecter différemment et à distance. Voilà la solution qui peut être proposée, en tout cas, au problème de la prospection due au contexte. Pour le deuxième atelier, donc de design thinking, donc j'ai pris la méthode du what if pour illustrer donc cet atelier. Il s'agit encore une fois d'activer l'intelligence collective pour solutionner une problématique. En divisant l'équipe en sous-groupes, vous amenez vos collaborateurs en fait, à déclencher leur côté créatif associé à l'aspect ludique, puisque c'est un atelier qui nécessite donc l'utilisation de post-it. En partant donc de la problématique, là j'ai pris si on perd un client important. Donc après, vos équipes vont pouvoir écrire des mots-clés ou faire des dessins qui vont au final amener des solutions, en tout cas des pistes de solutions. Une fois que les post-it par équipe ont été réalisés, vous mettez tout sur un mur et donc là, tout le monde se regroupe et choisit en tout cas les idées les plus prometteuses. Et enfin, en dernier atelier, donc c'est l'icebreaker, qui permet une intégration, notamment surtout pour l'intégration finalement de nouveaux arrivants, mais qui peut aussi faciliter une création de liens lorsque vous regroupez plusieurs équipes qui se côtoient peu, par exemple au cours d'un séminaire. Donc l'idée là, c'est de s'imaginer au soleil, donc sur une île déserte, pour trouver un objet finalement commun au final. Donc chacun doit imaginer un objet qui l'emmènerait sur cette île déserte et après mise en commun des idées, l'équipe gagnante donc c'est celle qui fait preuve de la plus grande créativité pour avoir le meilleur potentiel de survie. Voilà. Et donc, pour terminer ce webinaire, ou en tout cas se diriger vers la fin, Christine va vous présenter quelques outils collaboratifs et facilitants pour optimiser le travail d'équipe et cette reprise de travail en équipe. Voilà, juste pour préciser, donc là, on a cité quelques exemples d'ateliers qui peuvent être mis en œuvre pour justement dans le cadre de team building. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut développer après avec certaines entreprises dans le cadre de formations qu'on a mis en place. Au niveau des outils, puisqu'effectivement, beaucoup d'équipes sont en télétravail, ont été en télétravail et sont effectivement encore en partie en télétravail, on a répertorié quelques outils qui permettent la gestion de projet à distance, qui permettent de maintenir cette cohésion d'équipe à distance également. Donc, sur la slide suivante, voilà, on a répertorié, alors on ne travaille pas spécifiquement avec l'un d'entre eux, mais au gré des échanges avec des entreprises
avec lesquels on a échangé sur les outils qu'elles utilisaient. On a échangé aussi avec quelques sociétés qui présentent ces applications. En fait, il y en a certains que vous devez certainement connaître, peut-être comme SharePoint ou Office Vibe. Et sinon, parmi les autres outils, ce sont essentiellement des plateformes de travail d'équipe comme Klaxoon et Mural. Laura, tout à l'heure, parlait d'écran blanc avec des post-it. Mais quand on est à distance ou quand on travaille sur des projets où on a des équipes à distance, c'est des supports qui remplacent le tableau blanc avec les post-it, en fait. Donc, on peut le faire en virtuel et c'est très facile d'accès, quoi. En 5 minutes, on a compris le fonctionnement et ça permet de gérer des projets sur du court et moyen terme. Après, on a des applications comme Trello ou Pomodoro qui permettent de gérer le temps parce que effectivement, le télétravail, ça a été nouveau pour beaucoup de collaborateurs. Et on avait relevé qu'au début, il a été mis en évidence qu'au début, c'était pas facile de s'organiser. Certains s'y mettent non-stop H24 et puis d'autres, c'était compliqué de trouver un juste équilibre. Et donc, ce genre d'applications permettent de gérer son temps, d'optimiser, vous voyez, avec des temps de pause qui sont intégrés ou de gérer en fonction des différents projets qu'on peut avoir à alimenter au cours du temps. Et après, vous avez des applications comme Sports Heroes ou Jubilee ou Window qui sont des applications qui permettent de mesurer le bien-être, la qualité de vie au travail. En fait, alors Sports Heroes, c'est une application qui permet de challenger autour de sport certaines équipes, certains groupes de travail. L'idée, c'est de générer un peu de la compétitivité aussi entre les collaborateurs et de fédérer autour d'un sport, je veux dire, commun qui serait choisi. Donc, ça donne une certaine dynamique de groupe. Et puis, les applications comme Jubilee et Windows sont des applis qui permettent de générer en fait des mini-enquêtes justement sur le bien-être au travail, dans quel état d'esprit se trouvent certains des collaborateurs. C'est souvent utilisé donc justement par les équipes RH et ça permet de tout de suite, avec le recueil de l'information au niveau de l'enquête, de proposer des solutions, des idées de points d'amélioration sur le mode de fonctionnement dans l'entreprise ou de prendre des mesures par rapport à un collaborateur en particulier. J'ai pas présent. Voilà. Bon, après, si vous avez des questions, on pourra revenir sur certaines de ces applications. C'est pour vous donner, encore une fois, quelques outils, mais de façon très globale. Donc, en fait, juste pour revenir sur nos domaines d'intervention, on intervient dans un premier temps, bien sûr, sur tout l'aspect des recrutements des profils dans l'industrie de la santé. On a la possibilité aussi, et ça nous a été, on a été sollicité dans ce sens pendant la période du confinement, c'était de proposer des tests de personnalité quand on a été amené à organiser des entretiens virtuels ou des entretiens vidéo. C'est vrai que de mesurer le savoir-être, c'est pas facile en virtuel. On a besoin, comme disaient certaines équipes RH, de sentir le candidat. Et donc, on a proposé ce test de personnalité qui s'appelle la méthode TMA que Laura gère donc en un temps très très rapide en fait parce que c'est une série de questions qui est proposée aux candidats. Ça se fait en ligne et ça permet de mesurer le mode de communication justement du collaborateur en fait. Mais bon, tu pourras peut-être en parler un petit peu plus tout à l'heure, Laura. Donc on propose aussi du coaching professionnel et collectif pour permettre de développer donc certains talents, le team building également, et puis ces formations
qu'on a mis en place ces derniers mois sur comment développer sa marque employeur, puisqu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est plus dans la recherche de talents, de profils qu'effectivement, il y a une demande très, très importante. Les autres formations, c'est les clés pour manager à distance ou susciter l'engagement des collaborateurs ou communiquer et motiver après le confinement. Voilà, on vous remercie. Et le temps est aux questions et aux réponses, si on peut. Merci à vous pour vos présentations très, très claires et très pédagogues. Bon, je vais passer aux sessions des questions et réponses avec la première question qui nous vient de la conversation du webinaire. Donc, la question est circonstanciée. Donc, je vais expliquer. Les moments de convivialité quotidiens ou hebdomadaires, repas, café, etc. permettent d'échanger facilement et de détecter certains mal-être. Mais aujourd'hui, ils sont mis à mal. Zone café fermée, repas compliqué. Comment détecter en quotidien encore plus difficile, dans cette situation encore plus difficile dans le cadre du télétravail. Donc, comment détecter ce mal-être professionnel? Tu veux commencer, Laura? Oui, je veux bien. Donc, effectivement, ça représente un peu un handicap, entre guillemets, aujourd'hui pour nombre de managers. C'est-à-dire que le télétravail ne permet pas l'identification d'une communication complète. En fait, dans la communication, donc, il y a la communication verbale, il y a aussi la communication non verbale et paraverbale. Donc, pour donner quelques chiffres, la communication verbale ne représente que 7% de la totalité de la communication et les 93 autres pourcents donc, sont de l'ordre du paraverbal et du non-verbal, donc principalement du visuel. Et effectivement, aujourd'hui, la difficulté avec le télétravail, c'est qu'on n'a plus la globalité de cette communication non-verbale. On garde la part de paraverbal, mais on n'a plus le non-verbal qui est quand même relativement aidant au quotidien quand on échange en face à face avec ses collaborateurs. Donc, ce que je peux vous engager à faire, c'est prendre le temps de plus discuter. Et puis, a fortiori, en fait, ça engage aussi à poser plus de questions. En fait, du coup, on se repose moins sur ce qu'on peut voir habituellement, qui peut aussi être trompeur si on l'analyse de la mauvaise façon. Et du coup, ça engage à poser plus de questions auprès de ses collaborateurs pour savoir comment ils se sentent. Alors, après, ça peut amener d'autres questions par la suite, notamment en rapport au fait d'être trop intrusif dans la vie de son collaborateur. Voilà. Après, pourquoi pas poser des questions claires à chacun de vos collaborateurs, ceux que vous pouvez percevoir un peu en mal-être et leur demander s'ils ont envie et besoin de parler avec vous. Et après, libre à eux aussi d'aller trop dans l'aspect personnel. Et voilà, on le sent quand quelqu'un n'a pas envie de parler, de toute façon, on le sent. Et je pense que vous connaissez quand même suffisamment bien vos collaborateurs pour savoir s'ils ont tendance déjà à aborder leur vie personnelle ou pas. Et pour l'entendre aussi, même par téléphone ou par vidéo, pour comprendre que la personne a envie ou pas d'aller plus loin. Dans la conversation. Voilà, exactement, la conversation. Voilà, moi, Oui, pardon. Oui, non, je voulais compléter justement pour revenir sur ce que j'exprimais tout à l'heure, de ne pas hésiter à instaurer j'allais dire des habitudes de réunion, même au contraire de façon même parfois très informelle, c'est-à-dire ces apéritifs WhatsApp qu'on a vus assez fréquemment dans pas mal d'entreprises. Et finalement, même actuellement, il faut maintenir ce genre de rendez-vous. Alors, ça peut être autre chose que l'apéritif, ça peut être un moment où on n'est pas forcément sur une thématique professionnelle, mais plus un rendez-vous où justement, ça va être important de laisser s'exprimer le groupe avec lequel vous intervenez. Et moi, j'ai un manager qui m'expliquait justement qu'il chaque semaine, il se donnait rendez-vous sur 20 minutes d'échange. C'était rendez-vous café virtuel. Et en fait, à un moment donné, donc chacun commençait à plaisanter sur des sujets. Et par exemple, il avait noté qu'il y avait une ou deux personnes qui prenaient ça très, très au sérieux. Donc, il s'est rendu compte que pour elles,
je veux dire, le côté humoristique n'avait pas la place et donc le manager avait senti un mal-être en fait à ce moment-là. Et donc, de façon très informelle, même sur le plan virtuel, il a pu déceler. Donc après, le dirigeant a pu contacter cette personne, échanger en one-one. Après, ce qu'il ne faut pas hésiter, c'est ça. Voilà. Donc, si en petit groupe, vous décelez une ou deux informations où il y a quelque chose de différent, enfin, quelqu'un, vous sentez qu'il se sent un petit peu moins bien, c'est effectivement après de forcer l'échange en one-one, en fait. C'est ce que je disais un peu au tout début. Très bien. Deuxième question. Comment motiver mon équipe qui travaille aujourd'hui à distance avec des sessions de coaching? Comment procédez-vous? Quels outils utilisez-vous? Des jeux de rôle, des incentives à mettre en place? Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises participantes doivent se poser les mêmes questions. Oui, alors on peut reprendre un peu les outils que j'ai présentés tout à l'heure. Oui, on va revenir en arrière. On peut trouver des jeux, enfin oui, même sans les slides, mais on peut trouver des activités finalement, un peu de team building. Alors après, ça va dépendre de s'il y a une problématique ou pas. Éventuellement, essayer d'impliquer davantage les collaborateurs. Donc pourquoi pas trouver une problématique post-crise finalement, où tous les collaborateurs vont se sentir concernés et auront besoin en plus de participer à un changement éventuellement. Donc, vous pouvez prendre des ateliers de co-développement, de design thinking. Et après, si c'est plus pour ressouder l'équipe et recréer une motivation vraiment en interne au sein de cette équipe, alors ça va être plutôt des icebreakers qui peuvent aider, parce qu'il y a un côté ludique et qui aide finalement les gens à s'ouvrir en fait. Et du coup, ça va recréer une espèce de cohésion d'équipe et ça va inciter aussi, enfin, quelque part, ça va engager la motivation derrière aussi. Donc, il y a plein de pistes. Il suffit de, enfin voilà, la distance en tout cas n'empêche pas d'utiliser ces différents ateliers. Bien au contraire, des fois, ça peut la rendre même davantage ludique en fait. Et justement, avec les applications, enfin les outils qu'on a listés sur la dernière slide, ça permet d'utiliser un support qui est géré par l'ensemble des personnes qui participent à ce coaching, par exemple. Les applis comme Jubiway ou Windows, c'est des supports justement qui sont utilisés dans ce contexte-là, en fait, par exemple. Des exemples, en fait. Oui, même Zoom. Sur Zoom, on peut créer des groupes, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais des pièces finalement séparées et mettre les gens en groupe, en sous-groupe. Et c'est plutôt intéressant. On peut chronométrer le temps aussi, c'est-à-dire que si on part sur l'idée d'un icebreaker, si on donne 5 minutes à chaque fois pour créer quelque chose, enfin, voilà, faire participer des collaborateurs et les faire travailler en sous-groupe, c'est assez intéressant aussi d'utiliser ce genre d'outils. Merci. Alors la question suivante, comment réagir face à un cabinet de recrutement qui ne suit pas tous ses conseils? Il fixe ses rendez-vous téléphoniques et n'appelle pas, répond à un email 3 semaines après alors qu'il vous dit que vous êtes toujours dans la course. Il y a une suite, excusez-moi. Merci pour votre question. Doit-on informer l'entreprise client? Alors, donc la personne se positionne en tant que candidat, si j'ai bien compris. Voilà, donc le candidat considère que le recruteur ne suit pas le dossier par rapport au candidat. Effectivement, il faut en informer, il faut chercher à prendre contact avec le recruteur. Nous, au niveau d'Axem, notre enjeu, c'est on a justement des outils en interne qui nous permettent d'avoir une traçabilité de notre processus de recrutement. Donc, dans la mesure du possible, on a toujours la possibilité de donner l'information pour savoir où on en est dans les processus de recrutement que nous lançons. Après, voilà, on est humain aussi. Donc, je ne vous dis pas qu'on est 100%, qu'on a forcément 100% de réponses. On fait au mieux. Mais en tout cas, ça fait partie de nos objectifs et ça fait partie surtout de nos priorités au niveau d'Axem.
Donc après, je sais qu'aujourd'hui, l'enjeu de donner une information comment dire, en temps réel aux candidats est difficile pour beaucoup de cabinets de recrutement. Nous, au niveau d'Axem, on a cherché à s'équiper très très tôt d'un outil ATS pour avoir cette capacité à donner en temps réel l'information aux candidats et aux entreprises aussi de nos processus de recrutement. Donc, merci pour cette question parce que ça nous permet d'expliquer quels sont les moyens qu'on peut mettre en place. Et la personne vous remercie également. Moi, j'ouvre le débat avec une discussion un peu plus ouverte pour les participants. Donc, je ne sais pas si vous pensez pouvoir mettre en place tous ces éléments qui vous ont été présentés aujourd'hui. Allez-y, n'hésitez pas à vous exprimer. Ça peut être aussi circonstancié comme c'était le cas de la première question. Mais n'hésitez pas, on est preneur aussi de vos avis. J'attends les questions suivantes. En attendant, peut-être que Laura peut revenir sur la méthode TMA, c'est ça, la méthode qu'on a balayée rapidement dans la présentation? Oui. Oui. Donc, effectivement, je suis certifiée, experte TMA. Donc, je me suis formée à l'utilisation de cet outil, de cette méthode. Donc, c'est une analyse de compétences, de talents, qui permet justement de faire émerger les talents les plus forts chez les personnes. On va rentrer dans différents domaines, donc qui vont être, comme le disait Christine, la communication. Après, il y a les aspects de leadership. Enfin, il y a beaucoup de talents qui sont abordés dans cette analyse. Et alors, l'idée, c'est de faire vraiment émerger les talents les plus forts et aussi, alors, quelque part, pas les moins forts parce que c'est un peu dévalorisant, mais de voir sur lesquels il est possible de travailler pour s'améliorer en fonction des objectifs qu'on peut avoir professionnellement ou même personnellement. Voilà, donc c'est une analyse qui est basée sur 160 questions à caractère qualitatif. Donc en fait, on pose une affirmation et vous devez choisir la solution qui vous paraît la plus juste, en tout cas à l'instant T. Voilà. Merci. Écoutez, je crois que l'assistante n'a pas d'autres questions ni commentaires particuliers. J'aurais tenté jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre participation. Merci pour vos présentations. Je reprécise donc le diaporama et le lien vers la chaîne YouTube des webinaires Expert Medtech suivra directement. Ah, si, excusez-moi. J'ai une question que je n'avais pas vue. Est-ce comme le galop? Le galop? Le Gallup. Alors, il me semble que le Gallup se fait principalement par téléphone. Je ne maîtrise pas le sujet. Ça doit se recouper un peu. C'est pas, je pense que c'est pas tout à fait la même analyse, mais en tout cas, ça se recoupe. L'idée, c'est toujours d'avoir une émergence des talents chez les candidats. Après, peut-être que le Gallup est plus spécifique à certains métiers, alors que la méthode TMA est vraiment très large. On peut aussi la spécifier par rapport à certaines compétences. L'entreprise peut choisir de faire émerger certaines compétences. Mais voilà, je pense que l'idée de base, en tout cas, doit être la même. Alors, oui, ça reste des tests de personnalité. Je ne connais pas en détail le Gallup, mais ce que j'ai compris, c'était un test de personnalité très global, en fait. Et pour moi, le test TMA, donc, qui a été choisi par Laura, met en évidence plutôt voilà, et plus lié à un mode de communication et qui va s'adapter au contexte de l'entreprise. Voilà. La personne me confirme en effet que c'est un questionnaire global. Alors, je vais faire un peu comme les enchères. Y a-t-il d'autres questions? Très bien. Écoutez, est-ce qu'on peut leur donner le son si peut-être il y avait des questions directes? Non? J'ai pas entendu. Excusez-moi. Parmi les participants, peut-être certains veulent poser de vive voix, non? Dans le paramétrage du webinaire, non, on n'a pas accès au son directement. Ah, d'accord. Désolée, il faut écrire. Il faut taper. Il faut travailler un petit peu.
Bon, bah, s'il n'y a plus d'autres questions, dans ces cas-là, je vais vous remercier de nouveau. On vous dit merci pour ce partage. Hein, je vous transmets les informations. Voilà. Donc, le diaporama, le lien vers la chaîne YouTube que je disais tout à l'heure, sera envoyé directement sur vos adresses mail. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le webinaire du 11 juin portant sur l'International Business Development for MedTech Startup in the Post-COVID Area. Bon, ça va être quelque chose plutôt orienté Market Access, si je sais très bien lire. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt et au plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne LinkedIn aussi. À notre LinkedIn, excusez-moi. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. À tous. Au revoir.